Théo, les mains plongées dans l'eau savonneuse, terminait de rincer les assiettes du déjeuner. Sur le plan de travail, la maquette inachevée du vaisseau spatial de Léo attendait son tour. C'était la pause déjeuner. Et comme souvent, il jetait un œil rapide aux actualités du matin sur son vieux téléphone. C'est là qu'il la vit. Coralie, un verre de sangria exotique à la main, un sourire éclatant devant une mer azur. La vue depuis son balcon surplombait les toits blancs d'Ibiza. Le clip suivant montrait son sac de voyage en toile de lin beige, orné d'un monogramme doré qu'il connaissait bien. Il l'avait vue traîner sous la table de sa propre cuisine à de nombreuses reprises. Elle était visiblement en plein paradis méditerranéen. Ce même après-midi, pendant sa pause, Théo vérifia le compte dédié à l'opération de Léo. Une habitude qu'il prenait peut-être une fois par semaine. Son pouce se figea avant même que la page ne se charge complètement. Le solde s'affichait là, comme une menace sourde. 740 €. Il dut s'asseoir, ou plutôt s'effondrer sur la chaise. Il se pencha contre le réfrigérateur, comme s'il avait reçu un coup de poing dans les côtes. 2 ans et 9 mois. C'était la durée pendant laquelle il avait patiemment accumulé ce fonds. Au fil du temps, des week-ends de travail acharné à l'atelier, des contrats de conception 3D en freelance l'été dernier qui avaient mis son dos à rude épreuve. Il avait économisé 96 800 €. Et maintenant, c'était parti. Léo avait 8 ans. Il souffrait d'un pied botte congénital qui n'avait jamais été complètement corrigé dans son enfance. Non, ce n'était pas mortel. Mais cela tordait sa démarche, le faisait se fatiguer rapidement et attirait les regards persistants des autres enfants. Le chirurgien avait promis qu'avec une ostéotomie complexe et des mois de rééducation intensive, il pourrait enfin marcher droit, courir, participer à des activités normales sans traîner une jambe comme un fardeau. Théo ne cherchait pas à réparer sa vie. Il voulait lui donner une chance équitable de la vivre pleinement. Il avait fait le travail, tout le travail. Et puis, il y avait Coralie. Elle n'avait pas eu d'emploi stable depuis près d'1 an. Elle avait perdu son poste de créatrice de contenu pour une marque en ligne, rebondie d'un appartement d'amis à l'autre, puis avait atterri chez Élise, la sœur de Théo. Juste pour quelques mois, avait dit Élise. Cela s'était transformé en 6. Après cela, Coralie était venue chez Théo presque toutes les semaines. Elle jouait la gentille, apportait à Léo de petits kits de construction, posait des questions sur le calendrier de l'opération, le lien de collecte de fonds, et même quelle banque Théo utilisait. Elle disait des choses comme « Ce petit est tellement chanceux de t'avoir ». Théo avait cru qu'elle s'en souciait réellement. Elle n'en avait rien à faire. Il sortit les relevés des virements. Il y en avait 5. Tous des chiffres ronds et propres. 10 000, 15 000 et même 20 000 €, étalés sur 11 jours. Elle n'avait même pas essayé d'être subtile. Le dernier virement avait eu lieu ce matin-là. Le matin même où elle avait posté la photo du sac, de la sangria et de la vue. Il restait 740 €. Pas même 1 millier. Théo commença à transpirer. Il ne pouvait plus déglutir. Sa bouche était sèche comme de la craie. Il appela Coralie directement sur sa messagerie vocale. Il lui envoya un SMS. « Appelle-moi dès que possible. Urgence. » Rien. 2 autres SMS. Toujours gris. Puis elle posta à nouveau. Une vue de toit terrasse à Majorque. Des murs ocre. Une eau scintillante. Légende. Enfin, je vis ma meilleure vie. Elle tagua un restaurant de fruits de mer chic et une boutique de créateurs. Ce sac, encore, bien en évidence. Il appela Élise. Elle décrocha à la 2e sonnerie, l'air essoufflé. « Coralie m'a dit qu'elle partait en Bourgogne voir une amie, » dit-elle, la voix tendue. Elle n'a rien dit sur les Baléares. Théo demanda si Coralie avait utilisé son ancienne tablette récemment. Élise marqua une pause. « Oui, elle a regardé quelques séries dessus. » « Pourquoi ?» Théo demanda si son Wi-Fi était enregistré dessus. Elle dit « Oh, merde !» Léo entra du jardin, tenant un petit robot qu'il venait d'assembler. « Tu es malade ?» demanda-t-il, les yeux clignotants. Théo dit que son estomac lui faisait mal. Léo lui fit un câlin et dit qu'il pouvait faire des toasts s'il en avait besoin. Il avait 8 ans. Théo se rendit à la salle de bain, s'assit sur le rebord de la baignoire et fixa les carreaux comme s'il pouvait lui expliquer quelque chose.
Il ne pleura pas. Il ne cria pas. Il sentit juste une chaleur, montante, aiguë, brûlante, derrière ses yeux. Il ouvrit le chat de signalement de fraude de la banque. Il tapa. Accès non autorisé au compte. Suspecte un membre de la famille. Le conseiller demanda si quelqu'un avait eu accès à son appareil. Il tapa « oui », puis effaça. Tapa à nouveau « oui ». Ils ouvrirent un dossier, l'avertissant que cela pourrait être compliqué car l'accès provenait de sa propre adresse IP. Théo commença à faire des captures d'écran. Horodatage, légende, confirmation de virement, tag de Coralie. Elle posta à nouveau, verre de vin, océan bleu en arrière-plan, avec la légende « Fini, l'énergie de la dèche ». Il posa son téléphone face contre table. Théo n'était pas dramatique. Il n'aimait pas les skn. Mais ça, c'était une guerre. Et elle avait choisi le mauvais gosse pour voler. Il passa le reste de la journée à jongler entre la musique d'attente de la banque et les dossiers de capture d'écran. L'agent qu'il finit par joindre était poli, professionnel, mais le verdict était sans appel. 5 virements, même IP, authentifiés depuis un appareil connu. Ils firent remonter le dossier, signalèrent dans son compte et lui dirent de déposer une plainte à la police. Il nota chaque numéro de référence comme s'il s'agissait de coordonnées dans un plan de bataille. Il créa un dossier, le nomma « Vol Coralie ». Il était passé au stade où il ne laissait plus le bénéfice du doute aux gens. Les stories de Coralie continuaient à tomber comme des horloges. C'était comme regarder une campagne publicitaire de luxe payée avec la démarche claudicante de son fils. Le Beach Club d'Ibiza, tagué. Une boutique avec de petites robes blanches et ses inutiles cintres dorés, tagué. Son poignet orné de bracelets, scintillant au soleil. La légende sous celle-ci lui frappa comme un coup de poing. Quand ta famille investit enfin en toi. Il fixa cette ligne jusqu'à ne plus voir clair. Il appela Justine. Ils étaient divorcés depuis presque 3 ans, mais leur relation était au civil. Ils se partageaient les vacances. Elle venait chercher Léo les jeudis. Elle décrocha cette fois-ci et Théo lui raconta tout. Elle marqua une pause. « Théo, écoute, tu ne peux pas prouver que c'était Coralie. Tu vas te rendre fou à courir après ça. » Théo dit « J'ai des virements qui correspondent à ces foutus horodatages. » Elle soupira. « Je dis juste, respire. Et peut-être, je ne sais pas, reporte l'opération. Léo n'est pas en train de mourir. Les gens font des cagnottes pour ce genre de choses. » Cette dernière phrase fit plus de mal qu'elle ne l'avait voulu. Elle n'avait pas tort, mais elle n'avait pas raison non plus. Ce n'était pas une réparation de voiture ou une facture de dentiste. C'était la chance de son enfant de courir sans traîner son pied comme une ancre. Théo la remercia et raccrocha avant de dire quelque chose qu'il regretterait. Élise arriva une heure plus tard, tenant une pizza et son ordinateur portable. Elle s'assit comme si elle était en train de pointer. « Mettons cette gare sur une carte », dit-elle, ouvrant l'écran. Ils alignèrent les retraits avec les publications de Coralie, chaque date, chaque virement. Coralie n'avait pas seulement volé, elle l'avait raconté. Chaque 10 000 € qu'elle prenait était suivi d'une story. Salon d'aéroport, pédicure de fraîche, fruits de mer de boutique. Élise créa un tableur avec des onglets et des codes couleurs comme si elle préparait un procès. Si elle veut documenter ses crimes, qu'elle le fasse, dit Élise, les yeux rivés sur son écran. Ce n'est pas toi qui auras l'air fou quand ça va se gâter. Théo hocha la tête, la mâchoire si serrée que ses dents lui faisaient mal. Plus tard cette nuit-là, Théo se tint dans la chambre de Léo. Il dormait, la couverture repoussée, la jambe tordue comme toujours. Il sortit et décrocha le calendrier qu'ils avaient fait ensemble. De grands X rouges comptant les jours jusqu'au 15 décembre. Il pensait le faire pendant qu'il dormait. Mais bien sûr, Léo entra juste au moment où Théo retirait la dernière punaise. « On change de calendrier ?» demanda-t-il, se frottant les yeux. Théo marqua une pause. « On devra peut-être attendre un peu plus longtemps, mon grand. » Léo ne demanda pas pourquoi. Il regarda simplement le mur vide et retourna se coucher sans un mot de plus. Ce silence pesait plus que n'importe quelle réprimande. Le lendemain matin à l'atelier, Monsieur Dubois, son patron, le tira à part. « Ça va ?» demanda-t-il. « Tu as l'air de mâcher du gravier. » Théo répondit qu'il y avait des problèmes familiaux. Il n'insista pas.
Monsieur Dubois était le genre d'homme qui n'avait pas besoin de détails pour sentir le trouble. Il dit simplement « Tu as une vraie chance d'être chef d'équipe en janvier, mais j'ai besoin que tu sois irréprochable. Pas de retard, pas d'absence. » Puis il baissa la voix. « Aussi, j'ai entendu des bêtises à la pause. Règle ça vite. » Théo comprit très vite ce qu'il voulait dire. Cassim, le bavard de la ligne 2, était en plein récit quand Théo entra. « Je te jure, mon cousin a vu Théo au troquet, » disait-il. « Il a claqué le fond de l'opération sur des paris. » Théo se tint dans l'embrasure de la porte et attendit qu'il le remarque. Il se figea. Ses yeux tombèrent sur son café. « Pas cool, » dit Théo d'une voix neutre. « Surveille ta bouche. » Il marmonna des excuses. Ne leva même pas les yeux. Cela restait dans l'estomac de Théo comme un clou rouillé. Il ne se souciait pas des ragots. Mais ça, c'était son enfant, sa jambe, son avenir. Il ne frappa pas un mur. Il ne cria pas. Il retourna simplement à son poste et se mit au travail. Cette nuit-là, Coralie posta une photo d'un bain rempli de pétales de rose avec des pantoufles d'hôtel dans un coin. Légende, je me devais bien ça. Les commentaires étaient tous des émojis de feu. Et tu le mérites, reine. Théo lui envoya un dernier SMS. Tu as pris l'argent de l'opération de Léo. Appelle-moi. Bulle grise, non lue, ou simplement ignorée. De toute façon, elle le regardait brûler et sabrer le champagne en même temps. Puis, à 21h17, son téléphone s'alluma. Son oncle. Il commença lentement. Il dit que Coralie leur avait raconté que Théo lui avait offert un capital de départ pour qu'elle prenne un nouveau départ. Il dit que c'était peut-être un malentendu. Puis il dit quelque chose qui fit que Théo serra son téléphone si fort qu'il craqua. Nous sommes prêts à aider à aplanir les choses. 3 400 € sur 10 mois, juste pour garder la paix. Théo garda sa voix égale. La paix ne s'achète pas avec les enfants des autres. Il y eut un silence au bout du fil. Puis il dit « Tu n'as pas besoin d'être comme ça » et raccrocha. Théo s'assit dans l'obscurité sur le canapé de son salon, le moniteur bébé fonctionnant toujours dans le coin. La jambe de Léo semblait toujours plus tordue sur la caméra de nuit. Il pensa au jour où Léo était rentré de thérapie avec une feuille expliquant comment utiliser des béquilles. Il s'était entraîné tout le week-end dans le couloir. 8 ans, boitant avec détermination. Théo ne lui avait pas encore dit que la date était annulée. Il ne savait pas comment. Alors, il fit ce qu'il put. Il ouvrit son ordinateur portable et commença un document. Chronologie. Il tapa chaque date, chaque virement, chaque publication de Coralie qui correspondait. Il enregistra des captures d'écran. Il ajouta des légendes. Il créa des dossiers dans des dossiers. Il en avait fini de réagir. Il ne la chassait plus. Il bâtissait quelque chose qu'elle ne pourrait pas défaire. Le lendemain matin, Léo se tint dans le couloir, fixant le morceau de mur vide où le calendrier se trouvait auparavant. Sa voix était calme, mais claire. « Alors, on ne compte plus ?» Théo voulut mentir. Il voulut dire qu'ils avaient bon fini plus tôt ou que le ruban adhésif ne tiendrait pas. Mais Léo le regardait droit dans les yeux, attendant. Théo lui dit qu'il y avait eu un imprévu et que l'hôpital avait besoin qu'ils attendent un peu. Léo ne cligna pas des yeux. C'est parce que Coralie avait plus besoin de l'argent. Il prononça son nom comme si ce n'était rien. Aucune amertume, juste de la curiosité. Il l'avait toujours aimée. La mâchoire de Théo se serra si fort qu'une douleur lui monta à la tempe. Il hocha la tête une fois. Il prépara des crêpes. Léo les piqua avec le côté de sa fourchette, comme s'il n'était pas sûr que ce soit de la nourriture. Puis il demanda « Est-ce que j'aurai quand même mon nouveau vaisseau spatial à construire ?» Ils en avaient parlé après la thérapie. Un modèle complexe, avec son nom gravé sur la coque. Une petite récompense pour tout le travail qu'il avait accompli. « Oui, » dit Théo, juste un peu plus tard que prévu. Léo fit un de ses petits haussements d'épaules. « Je peux attendre. » Des enfants de 8 ans ne devraient ne pas avoir à dire des choses comme ça. Mais le sien le fit. À midi, Théo appela le cabinet du chirurgien depuis le parking arrière de l'atelier, assis dans son utilitaire, la climatisation éteinte et la sueur coulant le long de son dos. La coordinatrice, Madame Fournier, avait une voix calme et gentille qui rendait les choses encore pires. Elle dit qu'elle pouvait les retirer du 15 décembre et que la prochaine ouverture
serait probablement fin janvier, s'ils avaient de la chance. Elle marqua une pause et dit que la compte pour réserver la nouvelle place serait de 22 000 €. La main de Théo tremblait si fort qu'il dut la caler contre le volant pendant qu'il lui donnait le numéro de sa carte. Tout ce qui lui restait sur son compte courant. Ce n'était pas assez. Elle dit qu'elle les mettrait en liste d'attente. Théo la remercia et mit fin à l'appel avant que sa voix ne se brise. De retour à l'atelier, M. Dubois leva les yeux de son presse-papier alors que Théo passait. « Tu es bon pour finir la journée ?» demanda-t-il, les yeux plissés. « J'ai besoin de quelques heures, » dit Théo. Il hocha la tête. « Apporte les documents. Fais en sorte que ce soit ennuyeux. L'ennui gagne. » À la maison, Théo imprima tout. Relevé bancaire, capture d'écran, tag Instagram. Élise arriva avec une agrafeuse et ses drapeaux post-it fluo qu'elle adorait. Elle créa des dossiers comme si elle préparait un classeur pour un tribunal, pas une simple déposition de police. Elle ne parla pas beaucoup. Théo non plus. Plus tard cet après-midi-là, Justine arriva avec Fabien dans leur voiture. Il ne sortit pas. Il resta adossé, comme s'il gardait le périmètre. « Salut, petit homme », dit-elle, faisant un rapide câlin à Léo. « Prêt pour la soirée cinéma ?» Léo sourit et courut chercher son sac. Pendant qu'il s'attachait, Fabien cria à travers la fenêtre. « Mec, lance juste une cagnotte en ligne. Les gens adorent ça. Un petit gosse, une mauvaise jambe, de l'argent facile. » Comme si c'était un argument pour une collaboration de marque. Théo ne répondit pas. Il le fixa jusqu'à ce qu'il détourne le regard. Léo serra Théo fort avant qu'il ne parte. Théo le tint quelques secondes de plus que d'habitude. 10 minutes plus tard, son téléphone vibra. Coralie l'avait tagué dans un nouveau post, un carrousel, des sandales blanches, un blazer en lin beige, le hall d'un hôtel boutique avec un plafond en verre. Légende, passez au niveau supérieur. Puis vint un message direct d'un compte vérifié avec un nom imprononçable. Nous avons vu votre tag et pouvons offrir des cadeaux à prix réduit pour elle. Théo le bloqua avant de pouvoir réfléchir. C'était ce qu'elle faisait. Elle prenait l'avenir de son enfant et le transformait en contenu. Sa douleur n'était que le décor de sa publicité. Élise lui envoya un SMS à 20h41 avec un enregistrement d'écran. « Je devrais aller à Ibiza ou rester à Majorque. Votez ci-dessous », disait Coralie dans la vidéo, souriant à son téléphone comme si elle n'était pas en train de détruire des vies. Élise avait horodaté la vidéo. Elle correspondait exactement au 3e virement. Théo enregistra la vidéo 2 fois et l'ajouta au dossier. Vers 22h, M. Dubois appela. Théo sortit sur le porche pour répondre. « Écoute, tu as une avance sur ce poste, » dit-il. « Mais si tu commençais à manquer le travail, je ne peux pas le garder. Je gérerai, » lui dit Théo. Puis, il demanda quelque chose qui lui démangeait depuis des jours. « Vous avez déjà vu quelqu'un gagner contre un dossier qui venait de sa propre IP ?» Il resta silencieux une seconde. « Tu n'as pas besoin de gagner le monde, » dit-il finalement. « Tu as juste besoin de la faire fléchir. » Cela resta gravé en lui. Pas de vengeance, pas la détruire complètement. Juste la faire ressentir quelque chose pour ce qu'elle avait fait. Lui faire savoir qu'elle s'était trompée de personne. Théo n'avait pas besoin de la faire pleurer. Il avait juste besoin qu'elle scie. Il alla se coucher en y pensant. Il n'était pas du genre à faire des discours ou à jeter les tables, mais il était constant. Il pouvait faire l'ennuyeux, il pouvait faire le difficile. Alors, il décida à ce moment-là, plus de réactions à ses posts, plus de jurons à son téléphone comme si elle allait l'entendre. Il continuerait à construire, tranquillement, régulièrement, brique par brique. Elle voulait la lumière des projecteurs. Il lui donnerait les ombres avec des documents et des échéances. Il glissa la photo dans le classeur et le ferma d'un claquement sec. La pochette se froissa un peu sur le bord du papier. Le cône glacé de Léo était penché, le sirop rouge dégoulinant sur ses doigts, et il souriait toujours. Théo le fixa un instant de plus, avant de se lever et de tout ranger dans un sac en toile qu'il avait eu gratuitement dans un garage. Le lendemain matin, il apporta le sac au commissariat. L'agent de service semblait être à mi-chemin d'un Red Bull et le regrettait, de profondes cernes sous les yeux. Cette manière lente et mesurée qu'ont les hommes de parler quand ils ont eu trop de nuits de garde et pas assez de remerciements. Théo lui donna le dossier et expliqua tout.
Il écouta, hochant un peu la tête. N'interrompit pas beaucoup. Quand Théo arriva à la partie concernant l'ancienne tablette, il griffonna quelque chose sur son presse-papier et dit « Oui, malheureusement, si cela venait de votre réseau et d'un appareil sur lequel vous vous êtes connecté, cela pourrait finir par être une affaire civile. » L'estomac de Théo se serra. Il demanda s'ils allèrent quand même enregistrer la plainte. « Oui, » dit-il, et prit des copies des relevés de virements et des captures d'écran. « Vous obtiendrez un numéro de dossier pour référence. » C'est avec ça qu'il repartit. Un numéro de dossier et une mince pile d'espoir qui semblait pouvoir se déchirer au vent. Élise avait déjà réservé la consultation. Un premier entretien gratuit avec une avocate nommée Maître Delacroix. Mardi à 16h30 en centre-ville, son assistante l'avait appelé à l'avance et lui avait dit d'apporter tout ce qui était numérique. Théo ne prenait aucun risque. Il fit 2 clés USB, étiquetées et protégées par mot de passe. Il imprima 2 classeurs. Il utilisa des intercalaires. Sa table de salle à manger ressemblait à l'arrière-boutique d'un centre d'expédition. Des taches d'encre sur ses doigts, des onglets adhésifs partout. Élise assise en face de lui, mangeant des graines de tournesol et marmonnant. Elle va s'étouffer avec ses propres mensonges. Coralie ne s'étouffa pas, cependant. Elle posta à nouveau Mykonos. Drap blanc, heure dorée. Une légende qui disait « Manifestation toujours ». Les commentaires votaient tout aussi faux que la vue. Des amis l'encourageant, des inconnus demandant où elle avait trouvé son bracelet. Élise secoua simplement la tête. « Laisse-la poster, dit-elle. Elle construit ton dossier. Ne détourne pas le regard. Sauvegarde tout. » Théo avait l'impression de mâcher du papier d'aluminium chaque fois qu'il cliquait sur « Enregistrer ». Mais il continua de le faire. En milieu de semaine, son téléphone vibra alors qu'il chargeait des palettes. WhatsApp de Coralie, tuant ça plus gros que nécessaire. 2 minutes plus tard. Ce n'est pas comme si Léo était en train de mourir. Théo resta là, fixant ses mots. Son cœur battait comme une clé à molette tombée. C'est ainsi qu'elle le voyait. Pas comme si elle avait volé sa chance de marcher normalement. Juste pris un peu plus de temps à quelqu'un qui n'était pas mourant. Il lui répondit une seule ligne. « Rentre, répare ». Elle répondit avec un émoji rieur. Théo imprima le message et le classa. Cette nuit-là, Élise appela un collègue, Malik. C'était le genre de gars qui ne disait pas grand-chose. Il portait des t-shirts avec des logos d'entreprises technologiques délavés et avait toujours de la gomme à mâcher. Il vint avec son ordinateur portable et fouilla dans les journaux du routeur. En 15 minutes, il trouva ID d'appareil correspondant à l'ancienne tablette d'Élise. Les heures de connexion correspondaient au virement. Et les stories Instagram de Coralie postées juste après, depuis son propre Android. Il ne dit rien. Il tourna simplement l'écran pour que Théo puisse voir. La preuve n'était pas seulement solide, elle était propre. Le lendemain, Théo reçut une invitation. Soirée tapas, chez Coralie. Mettons le drame derrière nous, Léo pourra goûter les baklavas. Il y avait un petit emoji, mauvais œil à la fin, comme si cela rendait la chose mignonne. Élise rit à gorge déployée. Si elle veut une scène, dit-elle, nous lui en donnerons une. Elle dit qu'elle irait, avec son téléphone, enregistrement vidéo, pas discrètement, pas caché, juste assez visible pour que personne ne puisse prétendre à la confusion plus tard. Le samedi, Théo travailla une journée complète pour consolider ses heures. Monsieur Dubois le croisa dans l'entrepôt et lui fit un signe de tête comme s'il le voyait faire des efforts. Cassim le rattrapa dans les vestiaires après son poste. Il dit « Écoute mec, mon cousin raconte n'importe quoi. Il ne t'a jamais vu au troquet. Je racontais juste n'importe quoi. Je sais que c'était nul. » Théo laissa le silence planer assez longtemps pour le faire changer de poids. Puis il dit « Je peux te couvrir un poste si tu as besoin de temps pour le tribunal ou quoi que ce soit. » Sérieusement, ce n'était pas de l'amitié, mais ce n'était plus la guerre non plus. Théo pouvait vivre avec ça. Le dimanche soir, Coralie posta une bande-annonce. Des bouteilles de champagne dans un évier en acier inoxydable. Une cuisine chic en arrière-plan. Elle taga à nouveau 3 boutiques. Légende, Opa. Théo s'assit sur le canapé, sa poitrine vibrante d'une colère lente et contrôlée, celle qui lui valait des ennuis quand il était plus jeune. Il l'a mis en sourdine, puis il l'a remis. Elle n'allait pas le vaincre, pas sur ce coup-là.
Il ne clignerait pas des yeux le premier. Avant de se coucher, il alla à la cuisine et rouvrit le classeur. Il glissa la photo de Léo au parc dans la pochette de couverture, juste au-dessus du premier onglet qui disait « Virement 1 ». L'enfant sur la photo avait du sirop rouge sur le visage et une jambe tordue, mais il avait l'air heureux. Cette photo n'était pas pour le tribunal. Elle était pour Théo. Il regarda Élise quitter l'allée cette nuit-là, son téléphone déjà en mode enregistrement sur ses genoux. Elle était calme, ses cheveux tirés en arrière, comme si elle allait à un entretien d'embauche, pas à un cirque. Théo n'alla pas à la soirée tapas de Coralie. Il ne pouvait pas. Ses mains tremblaient encore quand il pensait à ce qu'elle avait fait. Et s'il la voyait sourire à travers tout ça, il aurait pu dire quelque chose qu'il regretterait. Élise entra, comme si elle avait un badge de presse, le téléphone levé, sans se cacher. Coralie ne s'y a pas. Elle l'accueillit avec un câlin, comme si elle n'avait pas échangé des SMS cinglants quelques jours auparavant. Il y avait des tapas, des bougies vacillantes, un haut-parleur Bluetooth diffusant une playlist méditerranéenne qui ressemblait à une publicité Airbnb de contrefaçon. Puis Coralie commença le spectacle. Elle fit circuler sa tablette, comme si c'était un album de fin d'année. Des photos de coucher de soleil, des selfies au bord de la piscine, du poulpe grillé avec des quartiers de citron. Les gens applaudissaient, disaient des choses comme « Waouh, je suis jaloux » et cette eau a l'air fausse. Puis vint le clip qui fit qu'Élise se figea, son verre à la main. Coralie tenant un verre, un sourire un peu éméché, dit « Un grand merci au compte en banque de mon cousin pour la mise à niveau ». Fort, fier, comme si c'était une réplique de sitcom. Il y eut des rires, mais ils moururent vite. Élise ne rit pas. Elle ne sourit pas. Elle baissa simplement son verre et fixa Coralie. 10 minutes plus tard, Élise lui envoya la vidéo par airdrop depuis sa voiture à l'extérieur. Pas de légende, juste le fichier. Théo la regarda 2 fois, ses oreilles bourdonnant comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur dans son crâne. Coralie avait remarqué qu'Élise ne riait pas. Elle devint nerveuse, essaya de prendre son téléphone. Élise recula. Coralie commença à crier « Supprime ça, je plaisantais !» Quelqu'un renversa un bol d'olive. Une femme dit « Oh là, calme-toi !» Et un homme en chemise blanche dit « C'est gênant !» Coralie continua de dire que c'était une blague, mais l'horodatage disait le contraire. Son toast correspondait au 3e virement bancaire, presque à l'heure près. Théo ne dormit pas beaucoup cette nuit-là. Vers 1h40 du matin, il était assis à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert et le clip de la fête en pause. La voix de Coralie en plein toast, verre en l'air, bouche ouverte comme un gif. Il ouvrit Gmail. Objet, candidature Coralie. Nom de famille. Il l'envoya à la responsable des ressources humaines de la fondation pédagogique du centre-ville. Ils avaient proposé à Coralie un poste de gestionnaire de contenu à partir de lundi. Théo le savait parce qu'elle s'en était vantée 2 semaines auparavant au dîner, disant que c'était un salaire à 6 chiffres avec des vendredis flexibles. Dans l'email, il n'inclut aucun commentaire, pas de majuscule, pas de grossièreté, juste les preuves. 4 publications publiques avec les dates en légende, une avec son nom tagué, la vidéo de la fête et les captures d'écran des virements bancaires. Il termina par « Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter ». Il appuya sur « Envoyer » et ferma l'ordinateur portable. Pour le déjeuner du lendemain, le père de Coralie appela Théo. « Elle est hystérique », dit-il, la voix tremblante. Ils ont retiré l'offre. Puis son ton changea, plus fort, plus tranchant. « Comment as-tu pu lui gâcher ça ?» Théo ne cria pas. Il n'expliqua pas. Il dit « Elle se l'est gâchée toute seule. Et pour Léo. » Il se tut, puis il raccrocha. À 20h40 ce soir-là, Théo entendit des coups à sa porte d'entrée avant même de se lever du canapé. Coralie, criant « Tu m'as coûté une carrière !» Léo jeta un œil depuis le couloir. Effrayé. Il serra l'arrière de la chemise de Théo, comme si c'était une corde. Théo lui dit de rester derrière lui. Il ouvrit la porte juste assez pour la voir. Elle avait l'air sauvage, le maquillage étalé, les mains tremblantes, un téléphone dans l'une et des clés dans l'autre. « Tu te prends pour un héros maintenant ?» cria-t-elle. « Tu veux que les gens t'applaudissent ?»« Tu m'as ruiné, » dit Théo. « Rentre chez toi. »
Elle poussa la porte. Théo recula et composa le 17, numéro d'urgence en France. Le mit en haut-parleur. Coralie se figea quand l'opératrice décrocha. « Ici le 17. Quelle est votre urgence ?» Elle est en train de s'introduire illégalement et d'escalader la situation, dit Théo, assez fort pour que Coralie l'entende. Elle recula. Vite. Théo enregistra les 30 dernières secondes. Quand les gendarmes arrivèrent, ils reconnurent son nom dans le rapport. Ils ne l'arrêtèrent même pas, lui dirent simplement de partir ou de faire face à une contravention. Elle partit. Le soir suivant, c'était le dîner de famille chez ses grands-parents. Personne ne mentionna la scène. On ne se battait pas publiquement à cette table. On mangeait, on passait les petits pains, on débarrassait ses propres assiettes. Coralie arriva en retard, les yeux rouges mais sans larmes. Elle essaya de faire un discours sur le fait qu'elle était ciblée et cyberharcelée. Personne ne l'interrompit, mais personne n'applaudit non plus. Puis son grand-père, Papy Louis, ancien charpentier, ancien combattant, homme d'une 20aine de mots au total par repas, posa sa fourchette. « Tu as acheté du lin et du cuir pendant que mon arrière-petit-fils boite, » dit-il. Honte. La pièce devint silencieuse. Coralie fixa son assiette. Sa mère la regarda, puis son père. Finalement, elle parla. « Nous vendons les sacs, » dit-elle. « Nous mettons les vêtements en vente. Tu rentres à la maison. Nous te prenons tes cartes. » Coralie essaya de contester, la voix montant. Son père dit « Assez ». C'était la première fois que Théo les voyait, réellement la parenté, comme quelqu'un de plus de 12 ans. 2 nuits plus tard, Élise et Théo étaient assis sur le sol de son salon, avec 2 anneaux lumineux et un tableur. Ils prirent des photos, écrivirent des légendes, fixèrent des prix inférieurs au marché. Robes, sacs, lunettes de soleil. Ils suivirent les offres, les étiquettes d'expédition et les paiements. À la fin, ils avaient récupéré 1 600 €. Coralie continua à envoyer des SMS. C'était des cadeaux. « Tu n'as pas le droit de revendre ce qui était à moi. Tu me punis. » Sa mère lui répondit directement. « Les cadeaux achetés avec de l'argent volé ne sont pas des cadeaux. » Ils ouvrirent un compte séparé, le nommèrent « Fonds Léo ». Chaque paiement y fut versé. Sa mère envoya à Théo la capture d'écran du premier dépôt. 1 600 €, programmés mensuellement. Théo ne la remercia pas. Il la transféra simplement dans le dossier de l'avocate. Avec cette première somme, Théo appela le cabinet du chirurgien et paya ce qu'il put. Madame Fournier répondit. Et quand elle vit le montant, 12 000 €, elle sembla réellement soulagée. « Nous l'enregistrerons, » dit-elle. « Il reste 10 000 € pour bloquer la date. » Théo demanda si le 28 janvier était toujours une possibilité. Elle marqua une pause, puis dit « Si une autre famille déplace son rendez-vous, c'est à vous. Nous vous appellerons dès que cela se libérera. » Quand il raccrocha, Théo resta assis là. Pour la première fois depuis des semaines, il n'avait pas l'impression que le monde s'effondrait. Il pouvait réellement respirer à fond sans que quelque chose ne lui serre la poitrine. Il ne sourit pas. Pas encore. Mais il savait cela. Coralie avait cligné des yeux. Et il n'avait pas fini. Théo était à mi-chemin de préparer le déjeuner de Léo le lendemain matin. Beurre de cacahuète, pas de confiture, quand Justine appela. Elle ne commença pas par « Salut ». Elle dit juste « Fabien pense que tu devrais faire une cagnotte en ligne. Il dit que les gens adorent une bonne histoire de résilience, surtout avec des enfants. Surtout si tu ajoutes une photo et que tu parles d'énergie de guérison. » Théo posa le couteau et s'appuya contre le comptoir. « Ce n'est pas une vibe, dit-il. C'est des maths et des os. Nous ne manifestons pas un tibia. » Elle marqua une pause. « Juste, dit-elle doucement. Aussi, Coralie m'a demandé de la défendre en ligne. Elle a dit que tu essayais de détruire sa vie. » Théo garda sa voix neutre. « Et tu as dit ?»« Je lui ai dit que je ne me mêlais pas de son bordel. » Petit miracle. 2 jours plus tard, Théo ouvrit la porte à une femme en pantalon et polo, avec un presse-papier et des yeux calmes. « Service de protection de l'enfance, » dit-elle. « Juste ici pour donner suite à un tuyau anonyme. » Elle était polie, professionnelle. Elle demanda si Léo était à la maison. Théo dit oui. Et il était dans le salon en train de regarder des dessins animés.
Elle regarda autour d'elle, ouvrit le réfrigérateur, jeta un coup d'œil dans la salle de bain. Puis, elle s'assit à la table de la cuisine, pendant que Léo lui parlait de son dinosaure préféré. Elle demanda à Théo ses revenus. Il lui montra les classeurs. Il lui donna une copie du rapport de police. Il sortit même les posts de Coralie sur son ordinateur portable. Après 10 minutes, elle ferma son dossier. « Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez, dit-elle. Problème d'argent, appel de vengeance. Je clôt le dossier aujourd'hui. Cela n'ira nulle part. » Théo la remercia et la raccompagna. Il ne le dit pas. Mais ils savaient tous les deux qui avait passé l'appel. De retour à l'atelier, M. Dubois fit signe à Théo près de la cage à outils. « Le bruit diminue, dit-il, les yeux balayant le sol. Garde la tête basse. J'ai besoin que tu formes 2 nouveaux techniciens. Si tu passes janvier sans accroc, le poste de chef d'équipe est à toi le 2 février. Théo verrouilla cette date dans sa tête comme un code de coffre-fort. Maître Delacroix les rencontra ce vendredi-là dans un petit bureau au-dessus d'un centre commercial. Il y avait une fausse plante dans un coin avec de la poussière sur les feuilles et une horloge qui tic-taquait trop fort. Elle portait des lunettes et ne souriait pas beaucoup. Elle feuilleta les classeurs de Théo, posa quelques questions et tapa son stylo contre la table en lisant les messages WhatsApp de Coralie. « La question de l'IP ne nous tue pas, dit-elle. L'accès sans consentement reste un accès sans consentement. » Elle rédigea une lettre de mise en demeure sur le champ. Elle contenait des captures d'écran, un calendrier de remboursement complet et une clause concernant le harcèlement sur les réseaux sociaux. Elle prépara également un dossier de petites créances avec chaque date et montant. « Vous aurez un levier, dit-elle. Elle le saura. » Plus tard cette nuit-là, Malik appela Élise. Il dit qu'il avait quelque chose. Il vint avec un rapport imprimé, net, précis, 3 lignes entourées de rouge. L'idée de la tablette connectée 5 fois. Chaque connexion correspondait à un virement bancaire. Les horodatages s'alignaient avec les postes de Coralie. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une coïncidence, c'était un schéma. Elle l'a utilisé les matins où elle gardait Léo, dit Malik, la voix basse. J'ai vérifié 3 fois. Théo le remercia. Il haussa simplement les épaules. Les gens comme elle pensent que le cloud oublie. Puis vint le coup de Fabien. Théo préparait Léo pour le lit, se brossant les dents, se disputant pour un livre de plus, quand son téléphone vibra 6 fois de suite. Capture d'écran d'Élise, d'un collègue, d'un voisin, toutes montrant la même chose. Une cagnotte en ligne, lancée par Fabien, utilisant une vieille photo de Léo avec un plâtre d'il y a 2 ans. La légende était chargée de mots dramatiques, innocents, trahi par la famille, espoir malgré l'épreuve. Il appelait même Fabien le beau papa d'honneur. Théo appela Justine. Elle répondit rapidement. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Théo. « Je ne savais pas, » dit-elle. « Il n'a pas demandé. Je vais lui faire retirer. » 15 minutes plus tard, c'était parti. Puis, Fabien envoya à Théo un mur de non-sens sur la notoriété de la marque et comment il pouvait transformer le chaos en communauté. Théo ne répondit pas. Les stories de Coralie ralentirent après la vidéo de la fête, mais elles ne s'arrêtèrent même pas. Elle posta des citations vagues sur le fait de couper les gens toxiques et de choisir la paix. Pas de nom, juste le ton. Son public habituel l'avait d'abord dévoré. Puis ses amis commencèrent à la désabonner. Certains d'entre eux envoyèrent des messages directs à Théo. L'un écrivit « Je ne savais pas que c'était si grave. Je suis tellement désolé. » Un autre envoya juste « Elle nous a menti aussi. » Théo ne voulait pas d'excuses. Il voulait des dépôts. Ses parents maintinrent le rythme de paiement. Le compte de revente augmenta. En 3 semaines, il atteignit 41 000 €. Puis, l'appel de l'hôpital arriva. La voix de Madame Fournier résonna dans le haut-parleur comme un lever de soleil. « Nous vous avons sur le calendrier. Le 11 février, 14h15 pour la consultation préopératoire. Vous rencontrerez le chirurgien, ferez des essayages pour l'équipement post-opératoire et confirmerez les étapes de récupération. » Léo était sur le canapé à côté de Théo. Il entendit la date et essaya de ne pas sourire, mais ne put s'en empêcher. « Je peux apporter mon chapeau porte-bonheur ?» demanda-t-il. « Bien sûr, » dit Théo, « apporte aussi ton livre. » Il hocha la tête. « Je vais courir droit
comme un i. Théo rit, vraiment rit pour la première fois depuis ce qui semblait être des mois. Il ébouriffa ses cheveux et lui dit qu'il le croyait cette nuit-là. Après qu'il soit allé se coucher, Théo s'assit sur le porche avec une bière et son téléphone face contre terre. Élise lui envoya une vidéo. C'était Coralie pleurant devant sa caméra, marmonnant que personne ne l'aimait plus, qu'elle se sentait effacée, que les gens vous traitaient comme un monstre pour avoir essayé de guérir. Théo ne regarda pas toute la vidéo. Il n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, il regarda la rue, calme, éclairé par un seul lampadaire terne et pensa à l'acier, aux boulons et aux plans, aux délais et aux réglages de couple, aux os qui pouvaient être coupés, vissés et remis en place, à la façon dont on ne répare pas les choses en souhaitant, on les répare en agissant. Et il était loin d'avoir terminé. Le SMS commença à 7h13. Elle est là. Tu ne vas pas le croire. Puis, une vidéo de 10 secondes. Coralie était chez ses parents, jetant le chemin de table comme si cela l'offensait personnellement. Sa voix était stridente, criant justice et vengeance. Elle commença à prendre les sacs à main de sa mère sur le porte-manteau. Du vrai cuir, certains vintage. Son père se tenait en retrait, filmant avec son téléphone. Pas pour les vues, pour le tribunal, probablement. Si vous allez vendre mes affaires, alors je vends les vôtres, cria-t-elle, arrachant un autre sac comme si elle pillait sa propre enfance. Sa mère, calme comme toujours, ne s'y pas. « Pose-les », dit-elle, comme si elle donnait des instructions dans une salle d'urgence. Coralie ne le fit pas. Elle se précipita vers le téléphone de son père, essaya de le lui arracher des mains. Il recula. Elle manqua son coup. C'est là qu'elle attrapa le saladier en céramique, bleu et blanc, peint à la main, plus vieux que Théo. Elle le lança contre le mur comme si elle était dans un film. Il se brisa, bruyamment et définitivement. Le voisin d'en face appela les gendarmes. Au moment où les officiers arrivèrent, Coralie faisait les 100 pas sur le porche, pleurant et criant dans son téléphone. Ils ne posèrent même pas de questions. Ils lui dirent simplement « Vous devez partir ou vous serez verbalisé ». Elle partit. Pas de bagarre, juste des fumées et des portes de voiture claquées. Puis vint la détonation numérique. Elle devint nucléaire en ligne. Des posts en stories, des posts sur son fil, des posts sur son compte de secours, des paragraphes, des accusations, des mensonges. Elle dit que Théo lui avait volé en premier, qu'il avait parié le fonds de l'opération de Léo, qu'Élise avait volé dans une pharmacie quand elle avait 17 ans, que ses parents étaient des abuseurs financiers, qui la manipulaient pour les apparences. Mais les gens avaient des yeux. Ils avaient su le beach club, les bracelets, la vidéo où elle remercie Théo. Ils se souvenaient du blazer blanc. La section des commentaires se retourna rapidement contre elle. « Tu as volé un enfant. Garde les preuves, Théo. Ton cousin est un héros. Tu es une sangsue. » Cette dernière fut épinglée. Elle essaya de faire passer ça pour du cyberharcèlement. Elle posta une vidéo en pleurs depuis sa voiture. Sans maquillage, éclairage doux. Parlant de la façon dont elle était traquée par des gens jaloux et la narrative. 10 minutes plus tard, elle posta depuis son compte de secours. « Quelqu'un a un canapé ? Juste pour quelques nuits, le temps que je me ressaisisse. » Personne ne répondit. Aucun de ses amis de fête n'offrit d'aide. Une personne commenta « Vends le blazer ». Une autre écrivit « Paye la facture du gamin ». Elle désactiva les commentaires. Théo ne répondit pas. Il ne partagea pas. Il enregistra simplement tout et retourna au travail. 3 jours plus tard, la fondation pédagogique reposta l'offre d'emploi. L'ancien poste de Coralie, spécialiste de la gestion de contenu. Élise postula sur un coup de tête, encouragée par l'un de ses collègues. Elle suivait des cours du soir et faisait de la comptabilité depuis plus d'1 an, mais n'avait jamais pensé qu'elle l'utiliserait pour quelque chose de réel. Elle pensait qu'elle ne l'obtiendrait pas. Elle eut l'entretien, puis le poste. Théo était à l'atelier quand elle appela. « Je commence lundi, dit-elle. Ça, c'est ce qu'on appelle un juste retour de bâton. » Quand Coralie l'apprit, comment, Théo ne le savait pas, peut-être par des connaissances communes, elle s'y rendit, entra dans le hall et fit une scène assez bruyante pour que la sécurité l'escorte dehors. Elle cria qu'Élise avait volé son identité, qu'elle méritait ce travail. Élise ne riposta pas. Elle se rendit simplement au bureau des RH et attendit que ça passe. C'était sa version de la victoire. Un silence propre et public. Après cela,
Ses parents finirent ça par couper les ponts. Plus de téléphone, plus de cartes de crédit, plus de chambres d'amis. Ils ne lui offrirent qu'une thérapie et rien d'autre. Coralie posta 3 graphiques de citations d'affilée. Prendre ses distances est un acte d'amour-propre. Ils te détestent parce qu'ils se détestent eux-mêmes. Le sang ne signifie pas la loyauté. Puis, elle changea sa bio pour guérir dans le chaos. Pour une fois, ses parents tinrent bon. Pas de visite, pas de réconfort. Ce week-end-là, Justine envoya un SMS à Théo. Fabien a dit que Coralie est une opportunité marketing. Puis elle m'ajouta, elle lui a demandé de l'aider à reconstruire sa marque. Ce mot « marque » fit que les mains de Théo se crispèrent en point. Elle n'apprenait pas, elle se rebrandait. Théo ne répondit pas. Il n'avait pas besoin des détails, qu'ils tournent en rond comme 2 drones cassés. Il avait mieux à faire. Léo était assis sur le sol du salon ce soir-là, dessinant, la langue entre les dents, entièrement concentré. Il montra son dessin à Théo. C'était une voiture de sport rouge, tracée de lignes épaisses et noires. 4 roues, toutes droites. À l'intérieur, un petit bonhomme souriant était assis au volant. Les mains sur le volant. « C'est toi ?» demanda Théo. Il hocha la tête. « Je vais être rapide, dit-il. Vraiment rapide. » Puis il demanda, « Coralie viendra-t-elle toujours à mon anniversaire ?» Théo ne mentit pas. « Probablement pas cette année, mon grand. » Il ne fit pas la moue. Il regarda simplement le dessin et hocha la tête. « D'accord. » Il retourna à son coloriage. Théo colla le dessin sur le réfrigérateur avec un aimant en forme de clé à molette. Puis il resta là 1 minute, la main sur la poignée, regardant ses roues, droites comme des rails. Théo était à la photocopieuse au travail quand Maître Delacroix envoya un SMS. Déposé. 19 mars. Faites-moi savoir si vous rencontrez des résistances. Elle avait quand même déposé la demande de petite créance, même si les paiements arrivaient. Elle appelait cela un levier, disant que les dates de tribunal avaient une façon de maintenir les gens à leur tâche. Les documents incluaient un projet d'accord, le montant total dû, un calendrier de paiement, des intérêts en cas de retard et une clause de non-contact de la part de Coralie. Ses parents ne se battirent pas. Maître Delacroix dit qu'ils avaient signé dans les 24 heures. Ils sont fatigués aussi, dit-elle. Le 1er du mois, comme une horloge, le virement suivant arriva. 1600 €. Le même jour, 6900 € supplémentaires provenaient de la revente. Élise tenait Théo informé, suivant chaque article vendu et tagué dans le tableur qu'elle avait nommé « Remboursement Coralie final ». Cette semaine-là, Théo entra à l'hôpital avec un dossier de reçu si épais qu'il tenait à peine dans la fermeture éclair. Il le tendit à l'employé de facturation. Elle feuilleta, scanna le total et leva les yeux vers lui. « Tout est réglé », dit-elle. « Solde entièrement payé. » Léo était à côté de Théo avec son chapeau porte-bonheur. Elle lui tendit un autocollant en forme d'étoile dorée. Il le décolla et le colla directement sur le bord de son chapeau. De retour au travail, Cassim accosta Théo dans la salle de pause. Ambiance différente cette fois. « Salut mec, dit-il. Si tu travailles ce samedi, j'aimerais bien te suivre. Je pourrais utiliser les heures supplémentaires. » Théo ne lui rendit pas la tâche facile. Il lui demanda s'il pouvait soulever des charges, résoudre des problèmes et rester silencieux quand les choses devenaient tendues. Il hocha la tête. « Je peux. Et je sais que j'ai trop parlé avant. J'essaie de me montrer différent. » Le samedi arriva et il se montra, à l'heure. Apporta ses propres outils. Ne se plaignit pas lorsque l'assemblage de l'engrenage prit 2 fois plus de temps. Théo le regarda réparer le désalignement sans avoir besoin d'intervenir. Quand ils pointèrent, Théo lui fit un signe de tête. Il hocha la tête en retour. C'est ainsi que les hommes disent « on est d'un bon ». Le mardi suivant, M. Dubois afficha le poste de chef d'équipe avec une fenêtre de candidature de 48 heures. Théo soumit son nom à l'heure du déjeuner. Le même après-midi, il l'appela dans le bureau. Il se pencha en arrière sur sa chaise, les bras croisés. « C'est à toi, Théo. Tu l'as mérité. Ne me fais pas passer pour un idiot. » Théo lui serra la main. Il la serra fort, comme toujours. Cette poignée de main pesait plus qu'une augmentation de salaire. Coralie tenta un dernier coup. Elle envoya un email à Maître Delacroix,
disant que les sacs de créateurs étaient des investissements et que les vendre en dessous du prix de détail lui avait causé un préjudice financier. Comme s'il s'agissait de Wall Street et non de Le Bon Coin. Maître Delacroix ne s'y a pas. Elle répondit « On se voit ». Coralie ne répondit plus après cela. Plus tard cette semaine-là, Élise envoya à Théo des photos de son nouveau bureau à la fondation pédagogique. Elle avait une plante en pot, une photo encadrée de leurs parents lors d'un barbecue et une pile soignée de factures codées par couleur. « J'ai mis en place des contrôles doubles, dit-elle. 2 personnes signent pour tout ce qui dépasse 100 €. J'ai appris quelque chose. » Théo lui dit qu'il était fier d'elle. Elle haussa les épaules et dit « Voyons si je survis au premier trimestre. » Une voisine envoya à Théo une capture d'écran cette nuit-là. Un fil de discussion d'un groupe Facebook de mères. Quelqu'un avait divulgué la crise de Coralie chez ses parents. L'histoire du saladier en céramique, la saisie des sacs. La vidéo avait 28 commentaires, la plupart assez rudes. Théo ne la posta pas, ne la partagea pas, l'enregistra simplement dans le dossier du cas. Puis il la laissa partir. Quelques jours plus tard, l'équipe du chirurgien appela pour les dernières instructions. La voix de Madame Fournier à nouveau. Efficace, calme, jamais pressée. Elle expliqua tout à Théo. Pas de nourriture ni de boisson après minuit. Douche avec le savon qu'il lui avait donné. Bagage léger, juste l'essentiel. Léo était assis en face de Théo à table, balançant ses pieds, écoutant comme si c'était une mission. « Je peux apporter mon requin ?» demanda-t-il, vraiment sérieux. « Bien sûr, » dit Théo, « tu le ranges. » Il s'enfuit et revint 10 minutes plus tard avec, calé dans son sac à côté de son chapeau porte-bonheur. La fermeture éclair se fermait à peine. Cette nuit-là, Théo s'assit sur le bord de son lit pendant qu'il brossait la petite nageoire en feutre de son requin en peluche avec sa brosse à dents. Il leva les yeux vers Théo. « Ça va faire mal ?» demanda-t-il. Théo n'esquiva pas. « Oui, mon grand, ça fera mal au début, mais nous serons là tout le temps. Ça ira mieux après. » Il hocha la tête une fois, comme si c'était un marché. Plus de questions, pas de larmes, un enfant courageux, plus courageux que Théo à son âge. Théo resta là quelques minutes de plus, écoutant simplement sa respiration ralentir alors qu'il s'endormait. Dans le couloir, il éteignit la lumière et vérifia le sac une dernière fois. Chapeau, requin, chaussettes, livres, ils étaient prêts. Le ciel commençait à s'assombrir quand la sonnette retentit. Justine se tenait là, tenant une cocotte couverte de papier d'aluminium comme une offre de paix. Fabien resta dans l'utilitaire, le moteur en marche. Elle regarda vers lui, puis vers Théo. « Il donne de l'espace », dit-elle. Théo ne demanda pas les détails. Léo passa la tête au coin et sourit quand il la vit. Elle s'agenouilla, le serra fort, lui dit qu'il allait très bien faire et l'embrassa sur le dessus de la tête, comme elle le faisait encore quand il avait 3 ans. Dans l'embrasure de la porte, elle se pencha et dit « Je suis désolée de t'avoir dit de le reporter. Je pensais être pratique, je ne l'étais pas. » Théo hocha la tête. « C'est du passé. » Et il l'était la plupart du temps. 20 minutes plus tard, il y eut un autre coup. Pas de sonnette cette fois. Juste une petite boîte marron sur le porche. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une enveloppe simple et un mot plié. L'argent à l'intérieur était compté en billets de 20 €. 2000 € exactement. L'écriture était tremblante, mais Théo la reconnut immédiatement. Théo et Léo. C'est tout ce que j'ai. J'ai vendu mon ordinateur portable, je suis désolé. Coralie. Théo resta là 1 minute entière, le mot dans une main, l'enveloppe dans l'autre. Puis, il alla au tiroir, où il gardait les reçus et les dossiers étiquetés. Il sortit une enveloppe Kraft et écrivit « Thérapie » sur le devant au marqueur noir. C'est là que l'argent alla, pas dans le fonds principal. Pas pour l'opération, les limites sont des limites. Léo et Théo mangèrent des pâtes et regardèrent une rediffusion de jeux télévisés. Ils riaient des réponses les plus stupides, comme toujours. Un type qui pensait que l'Alaska était un pays. Puis l'ambiance changea. Il devint silencieux. Il se tourna vers Théo et demanda « Le docteur va-t-il réparer mon pied tordu ?»« C'est le plan, » dit Théo. Léo ne s'y a pas. Il dit juste « Alors je courais droit et vite. » Il le pensait.
Théo sentit cela le frapper profondément dans la poitrine. Une sensation de serrement qu'il ne pouvait expliquer. Après qu'il soit allé se coucher, Théo sortit son sac. Chaussettes, livres de poche, requin, chapeau. La fermeture éclair était capricieuse, mais il la ferma. Puis, il alla à l'imprimante et imprima les derniers reçus. Dépôt hospitalier, journaux des revenus de revente, confirmation de paiement. Il les empila soigneusement et les attacha ensemble. Élise envoya un SMS à 22h04. On se voit à 6h45. J'apporte le café. Théo éteignait la lumière du couloir quand son téléphone vibra à nouveau. 3 messages, l'un après l'autre. Le premier de Coralie. « J'espère que tu es heureux. » Le deuxième de son père. « Elle est dans une auberge de jeunesse maintenant. Dit qu'elle va enfin en thérapie. » Le troisième de l'hôpital. Rappel, arrivé 2 heures avant l'heure prévue de l'opération. Merci. Théo posa le téléphone face contre terre sur le comptoir et resta là un instant, laissant le silence s'installer autour de lui. Puis, un autre SMS arriva. Celui-ci de Monsieur Dubois. « Tu gères. » Juste 2 mots, pas de ponctuation, mais ils atterrirent mieux que n'importe quel discours. 2 minutes plus tard, Cassim envoya un gif stupide d'un robot dansant avec une casquette à l'envers. Cela fit sourire Théo malgré tout. Parfois, les choses simples frappent le plus fort. Théo prit une douche et utilisa le savon antiseptique que l'hôpital leur avait donné. Ça sentait la piscine. La routine s'enclencha automatiquement. Essuyer l'évier, vérifier la machine à café, baisser le thermostat, verrouiller la porte arrière. Il jeta un coup d'œil à Léo 2 fois, juste pour l'entendre respirer. On ne peut pas combattre les os avec l'inquiétude, mais cela n'empêche pas d'essayer. Au lit, Théo fixa le plafond et laissa son esprit parcourir tout le chemin. Coralie avec le verre de sangria, le compte vide, les sections de commentaires, le dossier du tribunal, Léo boitant vers lui avec un cône glacé, Papy Louis disant honte, comme si cela signifiait quelque chose de sacré. Les reçus, l'avocate, l'email qui fit cligner Coralie. Il ne se sentait pas victorieux. Ce n'était plus une question de vengeance. Il s'agissait de pousser un rocher assez loin en haut de la colline pour que peut-être, juste peut-être, Léo n'ait pas à pousser le sien plus tard. Théo prit son téléphone une dernière fois et régla un rappel. Première course au parc, 6 semaines à partir de demain. Ce n'était pas juste un objectif, c'était une promesse. Ils arrivèrent au parking de l'hôpital avant même que le soleil ne perce le bord du ciel. Les rues m'étaient vides, calmes de cette manière que les villes adoptent lorsque le monde ne s'est pas encore étiré. Léo tint le sac sur ses genoux pendant tout le trajet. Il ne parla pas beaucoup, garda juste son requin calé sous son bras et la visière de son chapeau porte-bonheur baissée. Élise les rencontra à l'entrée avec 2 cafés et une barre de céréales que ni l'un ni l'autre ne touchèrent. Son manteau était zippé jusqu'au menton et elle fit à Léo un grand sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Mais il lui rendit son sourire. C'était suffisant. À l'intérieur, l'infirmière les rencontra avec un presse-papier et une voix comme si elle avait fait cela 1000 fois. Elle se pencha et parla à Léo comme s'il faisait partie de l'équipe. Elle le laissa choisir un dessin animé. Quand elle lui glissa le bracelet, elle lui dit que c'était un bracelet de puissance et il hocha la tête comme s'il le savait déjà. Le chirurgien entra ensuite, tenue propre, voix calme, sans fioriture. Il serra la main de Théo, puis lui expliqua tout à nouveau, plus lentement cette fois, comme s'il comprenait à quel point les prochaines heures seraient lourdes. Quand il eut fini, il demanda si Théo avait des questions. Théo dit « Non, juste prenez soin de mon garçon. » Il lui fit un ferme hochement de tête. Léo serra les doigts de Théo une fois avant qu'on ne le pousse dans le couloir. Théo regarda ses portes se refermer, puis continua de regarder longtemps après qu'elles aient cessé de bouger. La salle d'attente avait du mauvais café, des chaises pireuses encore, et le genre de silence qui rend vos pensées trop bruyantes. Élise faisait défiler son téléphone, mais ne montra rien à Théo. Pas de capture d'écran, pas de message, pas de post, juste le calme. C'était la chose la plus gentille qu'elle aurait pu faire. Justine arriva et prit la chaise de l'autre côté de Théo. Ils ne parlèrent pas de Coralie, ils n'en avaient pas besoin. Ils parlèrent de fournitures scolaires, de la façon dont Léo disait encore « patates frites » au lieu de « frites », et du goût de carton brûlé du café de l'hôpital.
2 heures semblèrent en faire 4. Puis le chirurgien revint. Son visage dit tout avant même qu'il n'ouvre la bouche. Ce regard calme et mesuré que les médecins adoptent lorsque les choses se sont passées comme elles le devaient. Il dit des mots comme alignement, coupe nette, fixation stable. Ce que Théo entendit, c'est « ça a marché ». Il lui tendit une radiographie. Même Théo pouvait voir la différence. La torsion avait disparu. La ligne était propre. Théo ne pleura pas. Il hocha simplement la tête et laissa l'air remplir sa poitrine à nouveau. La récupération fut lente, comme il l'avait dit. Léo sortit de l'anesthésie grincheux, affamé et désorienté. Il demanda son chapeau, puis son requin. Théo lui donna les deux et il lui tint la main jusqu'à ce qu'il se rendorme. L'infirmière leur donna un dossier d'instruction. Élise nota tout comme si c'était parole d'évangile. Justine organisa les médicaments et les étiqueta avec des points de couleur. Petit travail, grand impact. Une semaine plus tard, le kinésithérapeute les rencontra dans une salle de rééducation qui sentait l'antiseptique et le nettoyant au citron. Léo gémit pendant la première série de petits levés de jambes. Puis il les fit quand même. Quand il se leva et fit son premier pas, sans cette torsion, il regarda Théo, comme s'il n'était pas sûr que ce soit réel. Théo hocha la tête une fois. Il hocha la tête en retour. Ils n'eurent pas besoin de mots pour cela. La date du tribunal n'arriva jamais. Maître Delacroix finalisa le règlement en coulisses. Les parents de Coralie apportèrent un chèque de banque qui solda le reste du montant. Les virements mensuels restèrent réguliers, couvrant la thérapie et l'équipement. Coralie envoya un dernier mot des mois plus tard. « Je suis en traitement. Je paie ce que je peux. Je sais ce que j'ai fait. » Théo ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Le travail devint plus stable. Monsieur Dubois remit à Théo son badge de chef d'équipe sans cérémonie. Cassim garda sa bouche fermée et devint quelqu'un sur qui Théo pouvait réellement compter. Élise resta à son poste et s'assura que personne ne puisse refaire une Coralie. Ils arrêtèrent de vérifier les réseaux sociaux de Coralie. Arrêtèrent de prononcer son nom à voix haute, sauf pour expliquer les limites à quelqu'un d'autre. Elle devint une leçon, pas une présence. Puis, le jour arriva. La première course au parc. Début de l'automne, air frais, les érables commençaient à jaunir. Léo noua ses baskets, fit un échauffement ridicule et s'élança sur le chemin. Il courut droit, comme un i. Pas de traînage, pas de déhanchement. Au bout du chemin, il se retourna et revint en trottinant, plus vite que Théo ne s'y attendait. Il souriait, la poitrine haletante, les yeux brillants. « Tu as pu me voir ?» demanda-t-il. Essoufflé, Théo rit, à peine. Ils rentrèrent à pied lentement exprès, les feuilles craquant sous leurs pieds. Ils gardèrent ce qui importait et laissèrent le reste s'envoler.